Ah oui, ça surprend, hein. Bienvenue donc en ce samedi plus 1, donc dimanche, jour dernier du festival America. Vous pouvez rester là pour un petit moment, hein, puisque les rencontres ne sont pas terminées, en particulier au Café des Libraires. Et nous allons pendant 1 heure avoir comme thème, alors il n'y a pas vraiment de thème ici, hein, vous le savez, c'est pour présenter des livres, mais quand même il y a une petite étiquette, on va dire, qui est Apocalypse Now. Donc vous êtes bien, pour une après-midi de dimanche, c'est tranquille. Avec Grégoire Courtois, qui est notre libraire qui va présenter, que je te présente dans quelques instants. Mais nous sommes surtout avec les autrices et auteurs suivantes. Naomi Alderman, qui est ici pour le livre Le Futur, publié aux éditions Gallimard et traduit par Jessica Shapiro. Naomi sera interprétée pour ses propos par Gabriel Adjarad, qui est juste à mes côtés. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux interprètes, merci beaucoup aux traducteurs aussi. Sinon, on n'aurait pas de littérature étrangère à lire et d'auteurs et d'autrices étrangers à entendre. Nous avons aussi Émilie Saint-John Mandel pour La mer de la tranquillité, paru aux éditions Rivage et traduit par Gérard de Chergé et qui est interprété par Fabienne Gondran, que je suis ravi de retrouver à Vincennes puisqu'on se voit en général à Saint-Malo. Et puis enfin, vous avez Stéphane Marclay pour le livre Le Déluge, qui est sorti chez Albin Michel, traduit par Charles Recourcé, et qui ne va pas parler en français, bien que vous le voyez seul, mais nous attendons son traducteur qui est pris par une autre rencontre, mais qui va arriver incessamment, qui est Antoine Freiberger. Et puis, évidemment, comme d'habitude ici, c'est un libraire qui présente cet échange, cette table ronde, mais c'est plus qu'un libraire, je dirais Grégoire Courtois, qui est libraire à Oblique à Auxerre, librairie que vous avez rachetée en 2011, qui est par ailleurs critique littéraire, poétique, philosophique, qui a été journaliste, critique d'art, responsable de la programmation d'un autre festival du livre, qui est le Festival international du livre Caractère à Auxerre, et vous-même, auteur de 7 romans, paraît-il encore plus à venir, sous même un autre nom, dont Suréquipé et les lois du ciel, réédité en poche dans les collections Folio Science-Fiction et Folio Policier. Donc science-fiction, on est quand même un petit peu dans ce domaine-là maintenant. Donc voilà, Grégoire, c'est à vous. Merci, merci beaucoup. Bienvenue à toutes et tous. Je pense que ceux qui sont là à cette table ronde ont un moral d'acier, puisque effectivement, on va parler de fin du monde. 3 fins du monde différentes, on pourrait dire, 3 couleurs de fin du monde, 3 saveurs de fin du monde. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais en tout cas, on va essayer de vous donner envie. D'une manière ou d'une autre, en tout cas, peut-être pas de les vivre, mais en tout cas de les lire. Et je vais effectivement commencer par une fin du monde qui est peut-être la plus spectaculaire des 3, on pourrait dire, d'une certaine manière, avec Émilie Saint-John Mandel, qui, dans son dernier livre, La mer de la tranquillité, vous parle effectivement d'une pandémie d'une certaine manière. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais il y a aussi une espèce d'écho à un livre précédent, qui n'est pas celui juste avant, mais celui encore avant, qui s'appelait Station 11, qui, là, effectivement, a été un immense succès littéraire et qui mettait en scène, là, une véritable fin du monde. En tout cas, le monde était très, très blessé après une pandémie extrêmement violente. Donc, dans Station 11, vous avez 9 humains sur 10 qui disparaissent de la surface du globe et on va suivre les rescapés dans un monde dévasté. Moi, je voulais savoir, quand on s'attaque à ce genre de sujet post-apocalyptique, donc, à quoi est-ce qu'on pense en tant qu'auteur ? Est-ce que c'est traiter un thème ou est-ce que c'est la peur que quelque chose se produise ? Et avant que Émilie réponde, je précise que Station 11 est paru avant la pandémie Covid, ce qui est très important. Yes, Station 11 did come out some years before the pandemic. To be honest with you, I didn't see it as a novel in which the apocalypse was the point. I wanted to write about a post-technological world, and at risk of sounding like a psychopath, if that's your project, you have to end the world somehow.
Et oui, effectivement, Station Eleven est paru plusieurs années avant la pandémie. Mais pour être tout à fait honnête, mon sujet, ce n'était pas l'apocalypse. Mon sujet, c'était un monde post-technologique. Et il faut être un peu psychopathe sur les bords, parce que pour pouvoir parler de ça, il faut d'abord préalablement avoir détruit le monde. But I think an idea around the end of the world that I've found more interesting lately is in my more recent novel, Sea of Tranquility, where I talk about the idea that the world is always ending and a new world is always rotating into place around it, usually too subtly and too slowly to see it while it's happening. Et je pense que ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur cette idée de fin du monde. Dans mon dernier roman, La mer de la tranquillité, c'était l'idée que le monde est constamment en train de changer et d'être remplacé par un nouveau monde, comme dans un mouvement de rotation, mais que cette rotation et ce mouvement se fait peut-être trop lentement et de manière trop subtile pour qu'on en soit véritablement conscient. Because it's interesting to think about the end of the world as a continuous and never-ending process in terms of the world always being ending. I feel like that's something that you get into a little bit in your work, Naomi. I mean, we're about... Oh. I'm just going to shout. We're about to go wildly off-piste and start talking to each other, which is another way that the world can end. But yes, I think there's something very interesting about how gleefully audiences enter into the idea of the world ending as if it's a fantasy that's protecting us from something much more subtle and much more real, in fact, which is, shall I do my shipping fact? Oh, sure. I love that fact. Okay. Should we give our interpreters a moment to catch go up? on. We're a little bit... Go on. Et donc Émilie, pour terminer, disait qu'elle travaillait sur cette idée de fin du monde comme étant un continuum, comme étant un processus sans cesse en mouvement qui se renouvelle. Sorry. Oui, donc là, on s'apprête à sortir de piste et à s'adresser l'une à l'autre, ce qui est une autre version de la fin du monde. Donc, je vais peut-être crier un petit peu. Une autre chose que je trouve très intéressante, c'est à quel point les gens, enfin les publics et les lecteurs embrassent avec joie l'idée de la fin du monde. Comme si c'était un fantasme qui, en quelque sorte, nous protégeait de quelque chose qui était en fait bien plus subtil et bien plus réel. Voilà. Est-ce que je dois parler de mon anecdote de shopping? Yeah, I'm going to do my fact. I heard this on the radio a couple of years ago, and it's changed my thinking. All right, so the world shipping organizations are already preparing now for a time when it will be possible to have a passage right over the top of the world through the Arctic in the summer because there will be no ice anymore. And I think it's important to sit with that, brace yourself to it, and say, my thought that the world would end was a fantasy. Unfortunately, the world's going to continue. Donc oui, je vais faire ma petite anecdote. Donc j'ai entendu à la radio l'idée que le monde de l'expédition, de l'expédition des biens, disons, se préparait déjà à ce qui soit possible à un moment donné dans le temps, qu'on crée une sorte de passage au-dessus du monde, au-dessus de l'Arctique, parce qu'il n'y aurait plus... Arctique. Oui. Au-dessus de l'Arctique, donc, qui permettrait, dû au fait qu'il n'y aurait plus de glace. Et je pense que c'est important de considérer cette idée, de s'y préparer et de se dire, dis donc, en fait, mon imaginaire, qui était celui sur lequel le monde va prendre fin, en réalité, non. Malheureusement, le monde ne va pas prendre fin, il va peut-être continuer. Je vais revenir sur La mer de la tranquillité que j'ai pas encore évoqué, donc qui est le dernier livre de Emily St. John Mandel. La mer de la tranquillité donc a une particularité, c'est qu'il met en scène
plusieurs personnages, dont une est une romancière qui a écrit un livre sur une pandémie et qui se retrouve en tournée promotionnelle pour ce livre et donc qui est invitée à des tas de tables rondes sur la fin du monde, ce qui est assez troublant quand on prépare une table ronde comme ça, puisqu'on sait qu'on va se retrouver dans la peau du personnage du livre, donc c'est assez étonnant. On va poser des questions qui vont être sensiblement les mêmes que le posent les questions du personnage. Donc ça, c'est la première chose, mais elle va réinterpréter, si vous voulez, le roman Station Eleven, mais le réinterpréter avec une autre lumière. Et c'est ça qui est très beau dans ce livre, c'est la manière dont on utilise à nouveau des thèmes qui vont être réinterprétés. Et bien entendu, la pandémie va éclater pendant la tournée promotionnelle, ce qui est peut-être ce qui est arrivé à Emily St. John Mandel, je ne sais pas, c'était une de mes questions aussi, quand le Covid arrive justement, est-ce que vous êtes comme Olive, Olive c'est le nom de cette romancière, est-ce que vous êtes aussi terrifiée en train de vous dire j'ai écrit quelque chose qui se réalise? I maintain that I predicted nothing. J'ai fait croire et j'ai continué à dire que c'est moi qui l'avais prédit. In the sense that there was always going to be another pandemic. I won't deny that it was very strange, because it's one thing to know intellectually that there will always be another pandemic, and even to tour the United States delivering a lecture which contained the line, there will always be another pandemic. I was less prepared than you might imagine. I was as shocked as anybody. Je dis toujours, et je disais, il y aura toujours une nouvelle pandémie, mais je ne vais pas vous mentir, c'était quand même étrange de vivre ça. Et de le penser intellectuellement, c'est une chose, de le vivre, c'est une autre. Et de faire une tournée littéraire en disant cette phrase, il y aura toujours une autre pandémie, ça prenait une toute autre dimension. Dans le livre, ce qui est très frappant, mais c'était aussi le cas dans Station Eleven, c'est que le concept de fin du monde tel qu'il est abordé, c'est un concept qui est finalement, comme on l'a dit, fantasmé d'une certaine manière. Olive devient une spécialiste des fins du monde, puisqu'elle va beaucoup réfléchir à ce sujet, comme je pense Emily a dû le faire aussi. Et finalement, le sujet lui-même devenait un sujet qui était beaucoup plus intime qu'un sujet universel, c'est-à-dire que dans une possibilité de fin du monde, ce qui importe le plus à chacun, finalement, c'est pas que le monde meure et que son voisin meurt, mais c'est que ses proches soient touchés. Et en fait, dans les deux livres, Emily St. John Mandel ramène la chose à un sujet qui est beaucoup plus intime. Donc la question, c'était est-ce que c'était votre intention de rendre ces événements universels beaucoup plus intimes? Yes, absolutely. I think that a concept like the end of the world, it's kind of abstract, isn't it? You know, it only matters if you think in terms of the people you love. I remember I put this in the book actually because it stayed with me, but I remember going for a walk in a cemetery near our house with my daughter, who was 4 at the time. And we came across the grave of a child from the 19th century. And she said if her parents loved her, it would have felt like the end of the world. And that is something I thought about. That, you know, that's what the end of the world would feel like. I think it has to be personal to matter. And I think that along the same vein, character development is of the utmost importance in writing these narratives. Et absolument, si on prend la fin du monde comme un concept, finalement c'est un concept qui est assez abstrait et qui ne compte que par rapport aux gens que nous aimons, qui nous entourent. D'ailleurs, c'est ce que je l'ai mis dans mon livre. Je me suis promenée un jour dans un cimetière à New York avec ma fille, elle avait 4 ans à l'époque, et on est tombé sur une tombe du 19e siècle, d'une enfant, et je me suis dit, pour ses parents, pour les parents de cet enfant, c'était ça la fin du monde, en fait, c'était la perte de cet enfant. Et donc ça devient important parce que c'est personnel, parce que c'est intime, et c'est ce qui sert aussi à insuffler de la vie au personnage. This is not a complaint. I love this festival, and it's a tremendous honor to be here. This is the 3rd panel I've done on this topic. My panels so far have been, should we be afraid of the future? Dystopia is a powerful thing, and apocalypse now. And I find, may I go wildly off script and ask interpreters and co-panelists and even the audience, are there aspects of this world that you wish would end? Or things in this world that you hope continue into the next? Because I've thought this through from every possible angle, and I'm just curious to hear other people's thoughts. Alors, je ne vais pas me plaindre, c'est un très grand honneur pour moi d'être ici.
et de parler à ce festival. Mais je dois quand même dire que c'est la 3e table ronde où on m'interroge sur la même thématique. Le premier c'était « Faut-il avoir peur du futur ?» Le deuxième, c'était sur les dystopies. Et aujourd'hui, c'est « Apocalypse Now ». Et donc, je me demande et je vous interroge, y a-t-il des aspects de ce monde que vous ne souhaiteriez pas, que vous souhaiteriez voir disparaître, ou au contraire, y a-t-il des aspects que vous poursuivriez volontiers dans un monde futur? Well, Qui veut répondre à la question? I'm going to start talking, and somebody else can interrupt Please me. do. Yeah, I always do. Something that occurred to me as you were talking is I strongly feel that with the UK, living in the UK over the past 10 years, have been living through a kind of, oh, this is how it feels when a civilization just decides to go on the downward slide and kind of does it to itself in, I have a degree in classics, and you look at the Roman Empire, which I understand from the internet I'm not supposed to spend a lot of time thinking about, but or the ancient Greeks, you go, okay, at no particular moment was there a massive cataclysmic event. But at the same time, eventually that passed, and no longer was there a Roman Empire. And I don't know if this is an answer to the question what I want. I have a feeling of things that I want to preserve. I have a feeling of looking at British institutions that have been working and going, oh, God, all of these institutions actually, when you come to engage with them now, are like Potemkin villages. There's an outside, but they're not really functioning. And so that has been a real, I kind of, as a novelist, I'm enjoying it because I get to see how it works. Sorry. Constantly talking too much. Et donc je vais me mettre à parler, c'est ce que je fais souvent. Quelque chose qui m'est arrivé récemment, auquel j'ai pensé quand Émilie parlait, c'était que j'ai vraiment le sentiment très fort que au cours des dernières années, les 10 dernières années où je vis au Royaume-Uni, j'ai vraiment eu cette intuition, cette impression de comment ça se passe quand les choses commencent à décliner, quand on commence une civilisation commence à décliner, à descendre la pente, et comment elle s'inflige ça à elle-même. Et en réalité, moi, j'ai un diplôme en lettres classiques. Enfin, j'ai été formée en humanité classique, disons. Donc je connais bien l'Empire romain, donc ce que visiblement selon l'internet on n'est pas censé bien connaître. Mais quand on regarde l'Empire romain ou quand on regarde la civilisation grecque, on se rend compte qu'il n'y a pas eu vraiment d'événements, de cataclysmes majeurs, d'événements marquants, mais que de fait ces empires ont disparu. Donc moi quand je pense aux choses que j'aimerais préserver, effectivement au Royaume-Uni, je me rends compte qu'il y a des institutions qui fonctionnent comme des sortes de villages Potemkin où il y a une sorte de façade, mais quand on va à l'intérieur, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose qui, en tant que romancière, m'intéresse beaucoup et j'arrive à percevoir comment ça fonctionne. Do you have something that you want to end? No, please, go ahead. But you live in the States, right? Do you have I that have, same yeah. feeling Naomi and I have? I live in the States as well, of a decline. Yeah, I mean, I don't want to make us all sound like ingrates together, but I also reject the theory of the panel. Alors, question-réponse en français. Oui, je ne voudrais pas qu'on passe tous pour des ingrats, mais moi aussi, je rejette un peu la question posée par le panel. Yeah. I mean, I very specifically think I did not write a book about the end of the world. I wrote a novel about the choices we have to make over the next 20 to 25 years about how out of control we're going to allow the climate crisis to get. And what's coming, unfortunately, is not the end of the world, but a period of sort of violent upheaval that will make civilization difficult to govern. Oui, alors moi, je n'ai pas écrit un livre sur la fin du monde, mais plutôt un livre sur les choix qui sont à notre disposition pour empêcher cette crise climatique de devenir complètement incontrôlable. Et malheureusement, je ne crois pas que ce soit vers la fin du monde qu'on s'oriente, mais plutôt vers une période de grands bouleversements qui vont rendre la survie de notre civilisation très difficile.
just to add that, like and some of the things that like you're writing about, and then they come to life in really jarring fashion, sort of demonstrates that you're not just coming up with a fantasy world. You are looking very directly at a situation that we all should be looking at more carefully. That's all. Je vais juste ajouter que quand on écrit quelque chose dont on s'aperçoit qu'il devient vrai, on s'aperçoit qu'on n'écrit pas simplement des fantaisies, mais on regarde directement la réalité et on essaye de la décrire. Yeah. I got asked by an Italian magazine a few months ago to write, because I wrote a novel called The Future. They said, please write us a prophecy for the future. And I wrote, I think it's incredibly easy to know what's going to happen. Actually, we can all read about that. It's very, very simple. What's weird, and I in this piece I said, look, Mummy and Daddy are not coming to clear it up for us. And I think that's somehow the fantasy of the end, which is there would come a moment when some greater authority will come and say, okay, enough now. We're taking your toys away. No more carbon for you. Go and sit in your room and think about it. It's as we know, unfortunately, they're not coming. Sorry. Oui, j'ai été récemment, un magazine italien m'a demandé de rédiger, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Futur, donc on m'a demandé d'écrire justement un billet d'opinion sur la question. On m'a demandé en fait d'écrire une prophétie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est extrêmement facile de savoir ce qui va se passer. Et en fait, on peut tous et toutes lire à ce sujet et le savoir. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de fantasme qui consisterait à voir la fin du monde comme, à un moment donné, maman et papa vont venir, ils vont nettoyer la chambre. Il y a cette espèce d'illusion d'un moment de l'histoire où une autorité supérieure interviendrait, comme face à des enfants, et dirait, voilà, c'est bon, elle s'emparerait des jouets, elle dirait, ça suffit, vous asseyez dans votre chambre, vous jouez plus, vous vous calmez, on vous enlève le carbone. Voilà, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça va se produire. On va juste vous parler brièvement du livre de Naomi, qui s'appelle Le Futur, ouais, que je vais juste présenter très vite. Ça commence par une première phrase qui parle de fin du monde. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas complètement hors du sujet du panel quand même. Mais le fait est que vous allez suivre un certain nombre de personnages, dont 3 personnages que vous pourrez peut-être reconnaître, ou en tout cas imaginer de qui ils sont inspirés, puisque ce sont 3 grands chefs, patron des médias sociaux. On pourrait s'imaginer un Elon Musk ou un Bill Gates, ou ce genre de personnages très très riches, très très puissants, qui sont à la tête de grands réseaux sociaux, qui peuvent faire et défaire des élections, etc. Donc ça, c'était 3 personnages qui vont se retrouver face à une fin du monde. Et un personnage qui est beaucoup plus modeste, lui, qui est le personnage peut-être principal, qui est le personnage de Zen, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est une jeune femme qui, elle, est survivaliste. Donc survivaliste, elle a une chaîne YouTube, je crois, où elle présente des manières de survivre en cas de grosses catastrophes, comme le font les survivalistes. Ils vous expliquent exactement quelles réserves vous devez faire, quelles armes vous devez utiliser ou savoir utiliser, etc. Et donc ces personnages vont se retrouver embarqués dans une histoire que je vous conseille vraiment de lire, qui est vraiment fabuleuse, qui se fait avec beaucoup de retournements de situation, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et moi, je voulais poser une question sur le survivalisme, parce que malgré tout, on est quand même dans cette question-là, même si la fin du monde est une espèce de fantasme, comme on l'a un peu évoqué ici, ou vision poétique peut-être, qui n'arrivera jamais. Il n'empêche qu'il y a des gens qui sont en train de s'y préparer de manière assez costaud, qui sont très bien décrits dans le livre de Naomi. Naomi, ma question, c'est est-ce qu'on écrit un rôle de survivaliste, est-ce qu'on se documente pour le faire, ou est-ce que vous êtes vous-même complètement paranoïaque et que vous y préparez déjà? I am completely paranoid. I am a European Jew. We have reason to be quite paranoid. You can translate that if you want. Oui, je suis complètement paranoïaque. Je suis une juive européenne, donc je pense qu'on a beaucoup de raisons d'être paranoïaque. Yeah. In terms of the thoughts about survivalism, my big thought is that
the thing that actually enables human beings to survive is not a certain hidden supply of guns or canned food. It is our ability to work together as a community. That is what has always kept us alive. So in my parallel existence, I write a zombie running game. I write video games. And something that I wanted to do with that, apart from the fact that it's got a lot of lesbian romance, my zombie running game, which is important, lesbian representation in zombie running games, is one of my major issues. But also, I like making a left-wing apocalypse, which is to say, obviously there are not going to be any zombies, so it is a fantasy, probably. One of the things I've done with that game is to write about people who are surviving because they're part of a community that work with each other, and that there's place there for people who are chronically ill, for people who are disabled, for people whose skills are not necessarily running. We don't demand that you have a particular fitness level. So I've thought about this a lot, and I've engaged with my players, and I'm going to let you translate that. Sorry. Oui, donc moi, ce qui me semble important, mon intuition vraiment, c'est à propos du survivalisme, c'est l'idée que, la grande idée, disons, c'est que ce qui va nous permettre de survivre en tant qu'être humain, ça n'est pas une réserve de nourriture en boîte ou d'armes, etc., mais c'est notre capacité à travailler ensemble en tant que membres d'une même communauté. Donc dans ma vie parallèle, j'écris un jeu vidéo, j'écris pour un jeu vidéo de zombies. Dans ce jeu vidéo, j'ai inclus beaucoup de romances lesbiennes. Ça me semble aussi très important comme sujet, à la fois la romance lesbienne et les romances lesbiennes dans les jeux vidéo. Et j'essaie aussi d'écrire une apocalypse de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans ce genre d'apocalypse, les gens essayent de travailler ensemble et d'être solidaires en fait. Et aussi, j'essaie de représenter des personnages qui doivent survivre, mais qui sont parfois qui ont des maladies de très longue durée, qui sont invalides, qui n'ont pas forcément toutes les aptitudes nécessaires, qui n'ont pas un certain niveau de fitness. Donc j'y ai beaucoup réfléchi et c'est à ce sujet que j'essaye d'entrer en dialogue avec les joueurs et les joueuses. So the point is that often these apocalypse fantasies are right-wing fantasies of rugged individualism. I can survive as long as I have enough guns and canned food. It's just me. Really, they're Wild West stories, right? Really, they're cowboy stories of that old-fashioned colonialist sort. And it seems to me that the thing that will get us through this is to care for one another. And I'm not going to do any spoilers. My book begins with 3 technology billionaires who might be recognizable getting on a plane because they've had the alerts that the apocalypse is coming. They are of the rugged individualist type who believe that they can survive with their stores of supplies, and it doesn't go well for them. They don't know how to build a sustainable community, let me tell you. Je pense qu'il est important de souligner que d'habitude, la représentation de l'apocalypse, c'est toujours, disons qu'on a beaucoup de versions de droite de ce que ce serait l'apocalypse, c'est-à-dire qu'elle suscite des fantasmes d'individualisme forcené, avec l'idée qu'on survivrait seul, par ses propres moyens. En réalité, ce sont des histoires du Far West, ce sont des histoires à l'ancienne, des histoires de colons en réalité. Et moi, ma grande idée sur le sujet, c'est qu'on va s'en sortir, on peut s'en sortir en prenant soin les uns des autres. Donc je ne vais pas divulguer le contenu de mon roman, mais effectivement, ça commence avec 3 milliardaires que vous pouvez effectivement reconnaître et qui montent à bord d'un avion et qui reçoivent une alerte selon laquelle qui les informe que la fin du monde va arriver. Et ils font vraiment partie de ce genre de personnes qui
qui sont des individualistes forcenés et qui croient que ça va être effectivement une certaine réserve de nourriture, une certaine réserve d'armes qui va leur permettre de survivre. Mais croyez-moi, c'est pas ce qui se passe. Donc ils n'y arrivent pas très bien. Pour rebondir sur cette idée qui est effectivement un des thèmes majeurs de ce livre, le futur, le fait que la véritable destruction du monde, c'est plutôt la destruction de la démocratie et la destruction de la société, que c'est ça qui est plus dommageable à nos vies, à l'espèce humaine, même d'une manière générale, et que ces trois personnes sont en train de détruire la démocratie, la société. Il y a une phrase dans le livre à un moment donné qui dit que tout l'argent du monde est utilisé pour faire en sorte sur les réseaux sociaux que les extrêmes deviennent le centre. Et que c'est ça qui détruit la démocratie. Donc en fait, c'est une espèce de deuxième fin du monde dans le livre de Naomi, contre laquelle lutte notamment un jeune homme qui est le fils de l'un de ces trois personnages, et qui s'appelle Badger, et qui lui voudrait que cet argent soit utilisé à autre chose, et d'ailleurs il en fait la liste. Donc c'est aussi le fond de ce livre, la question que c'est la fin de la démocratie qui apporte la fin du monde. Yeah, I think that's true. I feel, on the basis of talking about democracy, that I should ask the two of you the question about what it is that we're. Well, Emily, you had this wonderful question. I want to know the answer to your question. What it is that we are. Are we worrying something is going to come to an end, or are we hopeful that something will come to an end? Oui, je pense que c'est vrai que la démocratie, c'est la fin du monde. Et à ce sujet, je voudrais vous poser la question à tous les deux sur la démocratie. Donc, Émilie, vous avez cette question merveilleuse et je voudrais vous la poser à tous les deux. C'est est-ce qu'on est plus inquiet ou est-ce qu'on a plus, est-ce qu'on est vraiment inquiet que les choses se terminent ou est-ce qu'on a finalement un espoir que les choses se terminent? Well, I would love to hear Stephen's thoughts on this too, as my fellow American. But yeah, I'm worried that American democracy will very soon come to an end. Yeah. Its current form is extremely imperfect. As a voter in the state of New York, my vote does not count. That's how the Electoral College works. And yet, it feels like it's about to get much, much less perfect. And it does feel like a somewhat apocalyptic moment, I think it's fair to say, in the United States in terms of what feels very much like a slide toward totalitarianism. Alors j'aimerais beaucoup entendre l'opinion de Stephen à ce sujet en tant que collègue américain. Il me semble que la démocratie... alors moi, en tant que personne qui vote, je vote dans l'État de New York et mon vote compte moins que d'autres parce que le collège électoral est fait d'une telle manière que ça ne compte pas de la même manière. Et il me semble que la démocratie n'est pas en très bon état et qu'aux États-Unis, elle est clairement sur le déclin et qu'elle est en tout cas de plus en plus imparfaite, de moins en moins parfaite et qu'effectivement, nous vivons à un moment que l'on pourrait qualifier d'apocalyptique. Et il me semble qu'aux États-Unis, on est clairement sur une pente glissante vers le totalitarisme. Yeah, so I've spent a little time looking at prepper culture, right, and thinking about it. And it's so remarkable that there are people who are sort of desperately hoping for annihilation. And I think it goes to the fact that, our lives have been so immiserated by late-stage neoliberalism. Our information ecology poisons us instead of informing us. And so the idea of existing in some kind of isolated reverie becomes more easy to imagine than participating in democracy. Oui, donc j'ai passé un certain temps aussi à m'intéresser aux survivalistes et il semble qu'il y ait des gens qui espèrent désespérément une forme d'annihilation totale. Peut-être est-ce parce que nos vies sont devenues tellement contraintes et étouffées par le néolibéralisme dans ses dernières, à son dernier niveau, que certaines personnes préfèrent envisager une situation d'individualisme total pour s'en sortir. And one of my favorite authors, Rebecca Solnit, has a book called A Paradise Built in Hell, which I highly recommend.
And it's basically about how we have this idea of crisis all wrong. When people are hit with crisis, they don't run away from the fire, they run into the fire. And that what we need to overcome really dire moments like the one we're in is not guns and canned food. It is social trust, good public health care, and stable government. What's the name of the author? Rebecca Solnit. Donc il y a une de mes autrices préférées, Rebecca Solnit, qui a écrit un livre dont le titre est Un paradis construit en enfer, où elle montre qu'en fait, qu'en cas de crise, les gens ne courent pas pour s'échapper de l'incendie, ils courent droit vers l'incendie. Et donc ce qu'il nous faut pour surmonter cette crise, ce n'est pas d'accumuler des provisions ou des armes, mais c'est de se doter de bons services publics, de services de santé qui fonctionnent et d'État en bon état de marche. Je vais rester un petit instant sur Stephen donc pour parler de son livre qui s'appelle Le Déluge, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, puisque c'est vrai que c'est un livre très important de cette rentrée littéraire, important dans l'ambition et important dans la taille, puisqu'on a plus de 1000 pages d'une politique fiction qui va vous emmener dans les années à venir, dans la politique américaine notamment. On va un petit peu dans le reste du monde, mais c'est quand même très très centré sur les États-Unis. Et donc dans Le Déluge, vous allez suivre un éventail de personnages qui vont chacun à leur manière essayer de se confronter, vont être confrontés au dérèglement climatique aux États-Unis avec la gravité des événements qui vont de plus en plus devenir tragiques. Ça va être des tornades, des inondations, comme des feux, comme on voit aujourd'hui, mais de manière de plus en plus violente. Mais c'est pas un livre spectaculaire au sens hollywoodien du terme. On est dans quelque chose qui est très précis et de très réaliste. Stephen y a vraiment accordé une grande attention. Comme il vous disait, il a travaillé beaucoup sur ce livre. Pour le ramener sur le thème quand même de ce panel, même si il disait que c'était pas le cas, mais quand même, je crois que c'est un journaliste du Guardian qui disait que le déluge, c'est une apocalypse au ralenti. Et effectivement, on vit, nous, même tous aujourd'hui, pas seulement dans ce livre, on vit le dérèglement climatique qui est une apocalypse au ralenti, en fait. C'est pas quelque chose de spectaculaire qui vous frappe, c'est quelque chose qui va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qu'on ne voit pas arriver. Et ma question première, c'est justement, est-ce que ce n'est pas la lenteur de cette apocalypse qui la rend la plus dangereuse ? Yes, absolutely. And look, and I sometimes, when I talk to people in the climate movement who are like really in a place of despair, I just want to remind them that like the task is to change all of industrial civilization on the fly in like record time. We'll start there. Oui, tout à fait, vous avez raison. Et quand je parle à des gens qui sont dans le mouvement de lutte contre le changement climatique et qui sont un peu désespérés, c'est vrai, je leur dis, ce qu'il nous faut faire, c'est de changer complètement notre civilisation industrielle et le faire très rapidement. This is going to be hard. And, you know, what makes it so much harder is that these singular events like this hurricane that just hit Florida, this will change no one's mind. It is that slow accumulation, that drip, drip, drip that's growing, you know, into a more sturdy stream of violent weather, of sort of chaos with our food production, of insurers dropping coverage because of, sorry, this is a lot, insurers dropping coverage because of weather events. And this is going to accrue to the point where things snap. And by snapping, what I mean is it's going to start leaking into our capitalist economy, and it's going to cause that piece of our civilization to become ungovernable. Oui, donc ça va être très difficile de changer tout ça. Et en ce moment, vous savez, il y a des inondations très impressionnantes en Floride. Ce n'est pas ça qui va malheureusement changer la vie des gens. Ce qui va peu à peu faire la différence, c'est cette accumulation de problèmes au niveau de nos systèmes de production alimentaire, le fait que de plus en plus de compagnies d'assurance ne vont plus couvrir certains sinistres. Donc tout cela va s'accumuler progressivement jusqu'au jour où ça va craquer. Et ce craquement, eh bien, c'est le moment où tous ces dysfonctionnements climatiques et autres vont s'infiltrer au sein même du système capitaliste. Et c'est là que les choses vont changer. It seems to me, when I've thought about this, and I'm interested in what you think, we're living through two extremely large changes. One being the devastations of climate change and habitat destruction, and the other is that
information crisis that we're in right now, in which human beings have been through information crises before. We had similar events after the invention of the printing press. It becomes difficult to tell truth from lies. People become very anxious and very angry. It seems to me a completely contingent fact, like it didn't have to be that these two things would happen at the same time. And it's that meeting of those two things where this threat is happening to our environment at the same time that we can't get real facts that we can all agree on. I don't have an answer. All I can do is point to that and go, that is the problem, which didn't have to be that way. It just happens to be that way. Oui, quand je me suis intéressée au sujet, il me semble que ce dont j'ai pris conscience, c'est qu'on est en train de vivre en fait deux transitions majeures. L'une d'entre elles, c'est effectivement la dévastation liée au changement climatique, et d'autre part, c'est une crise de l'information, une crise dans laquelle on est actuellement. De fait, les êtres humains ont traversé ce genre de crise auparavant, notamment avant l'invention de l'imprimerie, des moments où il est difficile de distinguer les mensonges de la vérité, des moments où il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de colère. Et ce qui me semble important à dire, c'est que la conjonction de ces deux crises est contingente. Il n'était pas nécessaire que les choses se passent comme ça, c'est-à-dire que à la fois l'environnement soit détruit, en même temps que le moment dans lequel on est, c'est-à-dire un moment où on n'arrive pas à établir des faits sûrs et certains. Et il me semble que c'est exactement ce problème qu'on est en train de voir. C'est la conjonction à la fois qui est une vraie coïncidence de ces deux transitions. Ce qui est assez frappant dans vos deux livres, à Naomi... Ah pardon, vous vouliez... Oui. Dans les deux livres de Naomi et de Steven, c'est que Naomi vient un petit peu de l'évoquer, le fait de pouvoir raconter, de dénier ou de dire des mensonges. Et ça, c'est souvent, dans les deux livres, la religion qui s'en sert. C'est-à-dire, il y a deux personnages religieux importants dans les deux livres. Un qui s'appelle Enoch, dans celui-ci, qui dirige une espèce de secte, on pourrait dire. Et puis un autre personnage religieux important dans le livre de Steven, qui s'appelle le pasteur, qui est une espèce de super Trump, on pourrait dire, hyper religieux, et qui écrit sa propre Bible, etc. Et qui va... Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a vu des sectes apocalyptiques tout au long des siècles passés. Et ces sectes apocalyptiques, généralement, attendent avec impatience cette fin du monde. Mais là où on est face à quelque chose, le dérèglement climatique, le réchauffement, qui fait que, effectivement, on peut faire face à la fin de toute vie sur Terre d'ici quelques centaines d'années, c'est envisageable. Pourtant, les religieux ont l'air de le nier totalement et de refuser cet apocalypse-là. C'est une espèce de paradoxe que je trouve étonnant dans vos deux livres. Je ne sais pas qui voudrait réagir, la première. I think all the time about the information crisis because, okay, so I wrote Station 11 a very long time ago. A 10th anniversary publication is coming out. There is a scene in that book where flights are diverted to the nearest airport. Everybody gathers beneath a television monitor tuned to CNN, and they all believe everything the newscaster is saying. And I swear to God that was plausible in 2011. Je repense à ce que vous dites sur la crise de l'information, et moi c'est un sujet qui m'occupe beaucoup. Je viens de fêter le 10e anniversaire de la parution de Station 11, et il y a une scène dans le livre dans laquelle les vols aériens sont détournés, ils se posent dans un aéroport. Dans l'aéroport, il y a un moniteur, il y a une télévision sur laquelle est diffusé CNN, et le présentateur parle, et les gens regardent le présentateur et croient ce que dit le présentateur. Et je pense que c'était plausible parce que c'était en 2011. But what we see now is such an incredible fracturing of reality. This era of alternate facts where, to your point, a fair number of the people whose houses are destroyed in the hurricane that just swept Florida will come out of this experience not believing that the climate crisis is real. And I don't know how a country recovers from that.
à tel point qu'il y a une véritable fracture de la réalité. Nous sommes dans l'ère des faits alternatifs et je pense qu'un bon nombre des personnes qui sont en train de perdre leur maison dans les événements climatiques en Floride vont ressortir de cet événement en pensant que la crise écologique n'est pas réelle et que ce n'est pas la cause de ce qui leur est arrivé. Et je pense que la question est comment un pays peut-il se remettre d'une telle chose? Can I keep rolling on this theme? Yeah. Yeah, a key theme of the deluge is not just the climate crisis, it's the epistemic crisis, the information crisis. And what strikes me about it is that these surveillance capitalist companies have come along, they have commandeered the public square and said, this is now free speech. This is how we exercise our freedom of expression. But that's not what they are. They are polluting industries. They are the mountaintop removal companies of our own psychology. Why don't we start there? Un autre thème clé du livre, ce n'est pas seulement la crise climatique, c'est la crise épistémologique, la crise de l'information, puisqu'on voit que ces grandes entreprises capitalistiques de surveillance de masse nous disent voilà ce qu'est la liberté d'expression. Mais en fait, ce sont des industries polluantes, ce sont, pour prendre une analogie, les industries d'arasement de sommets. Ça, ce sont vous savez, les entreprises qui font exploser des montagnes pour avoir accès à des gisements de charbon. Et seulement ces entreprises-là le font avec notre esprit. Ils nous font exploser la tête, en fait. And you know, in the American Constitution, we have this idea of a right to privacy. I mean, unless you're a woman doing something with your own body, in which case, no, yeah, sorry. But this right to privacy, that the government can't just surveil you for no reason. And yet we've let all these corporations surveil us, collect our data, and use it to manipulate us, you know, without any repercussions. And so I think a sort of a key element of reclaiming democracy is to stop allowing these companies to just have access to everybody's data willy-nilly. Dans la Constitution américaine est consacré le droit à la vie privée, sauf bien sûr si vous êtes une femme et que vous souhaitez disposer de votre corps. Et pourtant, ces entreprises nous surveillent, nous espionnent, exploitent nos données pour nous manipuler. Et donc, je pense que l'une des premières étapes, ce serait de mettre fin à cela pour pouvoir aller de l'avant. I have a slight optimistic note. Yeah, my slight optimistic note is I say to myself sometimes regarding the conjunction of the climate crisis and the information crisis, well, humans have messed up the climate in various ways and the environment in various ways before. And we did not have the information to know we were doing that. So when people were overgrazing what is now the Sahara Desert, and the desert was advancing and advancing, nobody could look back at satellite photographs and say, it's us. It's actually us doing that. So they were able to remain innocent, which we envy them for. At the same time, they had no opportunity to correct anything. So perhaps the ability to have and share that knowledge, even though I think it's potentially that knowledge which is so enormous, which is causing some of that fracturing, where people do not want to believe it's possible that we could do that. At the same time, the ability to have the knowledge, I find, like that's my vague optimism is we can see it, we know what we're doing, and at least some of us are quite committed to trying to preserve some of the things. J'ai une note légèrement optimiste que j'aimerais apporter. Donc parfois je me dis à moi-même que face à cette coïncidence, cette conjonction de la crise de l'information et de la crise du climat qu'on traverse, je me fais la réflexion que les êtres humains ont déjà ont déjà détruit leur environnement par le passé. Et à l'époque, ils ne disposaient pas nécessairement de l'information dont on dispose aujourd'hui. Donc, quand le désert reculait, etc., on ne pouvait pas regarder des images satellites et se dire c'est notre faute, c'est nous qui sommes en train de faire ça. Donc, ils avaient une sorte d'innocence face à laquelle on peut avoir une forme d'envie, mais en même temps, leur manque d'information faisait qu'ils n'étaient pas en mesure de changer les choses. Donc, c'est un peu à double tranchant, cette question de ce savoir, cette information dont on dispose, et qui est à la fois tellement énorme, c'est
à la fois ce savoir qui provoque la fracture dont on parlait précédemment, et en même temps, c'est là où se situe mon optimisme résilient, c'est-à-dire cette idée qu'on sait où on va et on peut vaguement altérer les choses. C'était un peu la question que je voulais poser à toutes et tous à la fin de cet entretien, et Naomi a déjà répondu. C'est-à-dire à la fin du livre, vers la fin du livre Le Déluge, vous avez deux personnages qui ont des visions un petit peu opposées de ce que sera l'avenir. Il y en a un qui va vous dépeindre un avenir absolument catastrophique et terrible et absolument abominable, et puis un autre qui va avoir une vision un petit peu plus optimiste de l'avenir. Et c'était un peu la question que je voulais poser à la fois à Steven, mais aussi à Emily, c'est de savoir, vous, de quel côté vous vous situez. Est-ce que dans les années à venir, vous êtes plutôt de ce côté absolument catastrophiste ou avec ce slightly optimiste, comme disait Naomi? No, I mean, you'll read the book and you'll be like, oh God, I'm going to slip my wrists. Sorry, you can do this. Vous allez lire le livre et vous allez avoir envie de vous trancher les veines. But the novel really also functions as a roadmap for what we have to do, right? We have every technology we need to decarbonize the global economy somewhere between 60 and 80% right now. The technologies we are going to need will be ready for prime time by the 2030s. So we know exactly the path forward. The hurdle right now is political, it's social, it's cultural. We need to summon the will to change those elements of our society in order to make this rapid technological change, right? Start with him. Dans le livre, malgré tout, c'est aussi une feuille de route qui peut donner des indications sur la manière de nous en sortir. Il va nous falloir décarboner notre système dans les quelques décennies qui viennent, et d'ici la fin des années 2030, nous aurons toutes les technologies à disposition pour le faire. Les obstacles qu'il nous faudra surmonter sont de nature sociale, culturelle et politique. And in a wider sense, sort of the human ecological awakening is something that is basically brand new. It wasn't until the 1970s, after tens of thousands of years of humans storming the planet and exterminating everything they could find, that we passed laws that said, this species is dying out, we have a duty to protect it, right? So that was a brand new idea that is suddenly law. And as we move forward, I do think we're going to start looking at how to organize our society so that we are, genuinely creating a circular economy, so that we are genuinely using regenerative practices, and we are coming into an ecological peace with our one and only home. En fait, le réveil écologique de l'humanité est relativement récent. Ce n'est qu'à partir des années 70, après des siècles et des milliers d'années d'exploitation éhontée, que nous avons décidé de sauver certaines espèces et de voter des lois en ce sens. Et donc, nous allons organiser maintenant notre société pour créer une économie véritablement circulaire et pour enfin faire la paix écologiquement avec notre Terre, la seule que nous ayons. And that's what I wanted to write a novel about, was the human beings, the people fighting for that great change. Et voilà le roman que je voulais écrire, le roman d'une humanité qui se bat pour faire advenir ce changement. I think for me, my points of pessimism and optimism for the future are fairly well summarized within Sea of Tranquility. Pour moi, les points d'optimisme et de pessimisme et d'optimisme quant à l'avenir sont plutôt bien résumés dans La mer de la tranquillité. For example, in one of the sections of the book, an author is on tour in, I want to say, the 23rd century. She's traveling in North America, but not in the United States. The Republic of Texas, the city-state of Los Angeles, United Carolinas, the Atlantic Republic. Et par exemple, dans mon livre, un des personnages fait une tournée littéraire. On est au XXIIIe siècle, en Amérique du Nord, mais ce n'est pas les États-Unis. C'est la République du Texas, c'est la ville autonome de Los Angeles, etc. Ce sont des États, des parties autonomes. Because nothing lasts forever. We are not immortal, and neither are the countries that we live in. Parce que ça ne va pas durer éternellement. Nous ne sommes pas immortels, pas plus que ne le sont les pays dans lesquels nous vivons. And yet, in that future, there is a book tour, which is a fundamentally utopian premise.
Et néanmoins, dans cet avenir, dans ce futur, il y a des tournées littéraires, donc ce qui est quand même, qui tient de la science-fiction, si on réfléchit bien. And then, another couple of centuries later, we're in moon colonies. So, some things will end. We will continue. I like the idea that my colleagues have put forth, that there's a certain abdication of responsibility in the idea of apocalypse. Je pense qu'il y a une certaine idée d'abdiquer ses responsabilités dans l'idée de l'apocalypse. Je pense que dans le livre, 2 siècles plus tard, on est sur des colonies lunaires, il y a certaines choses qui s'arrêtent, mais il y a certaines choses qui continuent. Because it's not like, the end. Okay, it's over, we can all stop worrying about it. It's that life continues and we continue just in this altered and, at least in the near term, probably more difficult world. But I believe we continue nonetheless. Parce que c'est pas la fin, point final, fini les soucis. La vie continue, le monde continue, mais sous une version modifiée, en tout cas dans un avenir pas très lointain, un avenir et un monde qui seront probablement plus difficiles, mais qui perdureront à leur manière. My most utopian thought is we have just done something that I think is unprecedented in terms of species on this planet. I don't know that any other species has ever done what we just did, which is to act together as a global species to protect ourselves against a global threat. Sorry, you're going to talk about the pandemic. Yes, okay, sorry. Yeah, I'm talking about... I just got excited by that. Yeah, no. But I mean, this is the thing. We've just done it. And fine, there were people who didn't want to do it, argued against it. Enough of us did it that it was a lot less bad than it could have been. And I think this is a very hopeful template to keep in our hearts and to say, we keep on fighting. We do not say that we're just giving up because the world's going to end, because we can do it. We've just done it. It was made possible by the internet and being able to see what was happening in other countries. I find that very hopeful. Ma pensée, disons, la pensée qui me donne le plus d'utopie, qui a le plus à voir avec l'utopie, c'est que, en fait, récemment, dans l'histoire, on vient de faire quelque chose qui n'a pas connu de pareil dans l'histoire, en termes de sauvegarde de l'espèce. En tant qu'espèce, il s'est passé quelque chose en 2020. On a allié nos forces pour se protéger en tant qu'espèce à l'échelle mondiale. Donc là, Steven demande s'il s'agit de la pandémie. Oui, elle parle de la pandémie, je parle de la pandémie. On l'a fait collectivement. Peut-être tout le monde n'a pas fait les mêmes efforts, mais en tout cas, un nombre suffisant d'entre nous avons fait ces efforts. Et de fait, les choses ont été bien moins pires qu'elles n'auraient pu l'être. Et je trouve que ça, c'est un cadre de pensée qui donne beaucoup d'espoir. Il s'agit de continuer à lutter ensemble, puisqu'on peut le faire, puisqu'on l'a déjà fait. Ça a été rendu possible notamment par Internet, par la capacité qu'on avait de voir ce qui se passait dans les autres pays. Donc c'est vraiment une source d'espoir. Eh ben, on va rester sur cette source d'espoir et on va mettre fin à l'apocalypse de cet après-midi. Et je vais reciter les titres des livres et le nom des auteurs que nous avons accueillis sur ce plateau. Stéphane Marclay, Le Déluge, aux éditions Albin Michel, traduit par Charles de Courset, c'est ça ? Recourset, pardon, j'oubliais, et interprété par j'ai aussi ton nom qui s'est perdu, par Antoine Freiburger, qui est arrivé un petit peu en retard, mais qui est arrivé, c'était très bien. Ensuite, nous avons Émilie Saint-Jean-Mandel, La mer de la tranquillité, aux éditions Rivage, traduit par Gérard Dechergé, c'est pour ça que je me suis trompé. Et puis, évidemment, nous avons là aussi la grâce de l'interprète
interprétation de Fabienne Gondran, parce que Gabrielle, elle est là, voilà, je suis complètement... Et puis, enfin, Naomi Alderman, Le futur aux éditions Gallimard, qui a été voilà, présenté aussi cet après-midi et qui a été interprété donc par Gabrielle Adjerad. Merci beaucoup aussi à Grégoire Courtois qui nous a présenté cette rencontre. Bon après-midi.